l'information, la manière dont on est finalement amené à progresser dans notre connaissance. Alors, il faut qu'on dise quand même quelques mots sur le contexte démographique. Le contexte démographique, les maladies de peau, vous voyez, la population générale, la diminution du nombre de médecins. On ne fera pas hier comme on a fait, enfin, on ne fera pas aujourd'hui comme on a fait hier, et heureusement, puisque vous nous l'avez illustré, il y a plein de moyens de faire différemment, et je pense que la technologie, elle nous apporte notamment ces innovations organisationnelles. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Dominique, nous, on n'est pas une médecine de process. Amazon, c'est la boîte la plus puissante en logistique. N'oublions pas d'où vient Amazon. Et enfin, Amazon et Google, si Amazon et Google sont aussi puissants, c'est parce que depuis des décennies, Amazon et Google ont numérisé tous les livres et donc toute la connaissance de l'humanité aussi. Et ce n'est pas simplement la dermatologie. Et donc, à nous de savoir si effectivement cela peut s'appliquer sur la médecine, mais en tout cas, nous ne sommes pas juste une ordonnance. C'est ce qu'on accepte, entre guillemets, pour la bobologie. On ne l'accepterait pas nécessairement pour des pathologies graves. Encore une fois, la décision doit être à la fois universelle et singulière. Alors la dermatologie, bon, vous les connaissez, hein. Il y a quand même aujourd'hui 16 millions de Français qui, en tout cas, souffrent d'une maladie de peau. Le dermatologue, aujourd'hui, il a un rôle notamment dans la prévention, le diagnostic, le traitement, le suivi. Et donc, on va aussi réfléchir à ce que, éventuellement, sa transformation numérique, l'algorithme, peut changer dans ses activités. Parce qu'évidemment, quand on regarde les choses comme ça, on a l'impression que c'est très facile finalement de différencier ce qui est grave de ce qui ne l'est pas, puisqu'on a la ligne du haut qui sont des images de tumeurs malignes et la ligne bas qui sont des images de tumeurs bénignes. Mais en réalité, on n'est pas là, vous voyez. 10% des motifs de consultation en dermatologie, ce n'est pas la tumeur maligne. C'est des motifs de dermatologie, notamment générale, et vous voyez que ce sont du coup beaucoup de patients qui sont vus par des non-dermatologues. Hein. Et c'est du coup tout un enjeu de diagnostic, mais pas uniquement, parce qu'à côté de ça, il y a la prise en charge que le dermatologue peut être amené à faire. Et en réalité, il y a aussi l'accès aux innovations. Si je ne suis pas dermatologue, il y a un certain nombre d'innovations que je ne pourrais pas proposer à mes patients. Et notamment pour limiter les séquelles. Alors après, les acteurs, on en parle régulièrement dans la presse, qui peuvent-ils être, ces acteurs qui vont augmenter la dermatologie? Est-ce que ça va être le médecin généraliste, le chirurgien, l'infirmière, le pharmacien, les professionnels de santé? Est-ce que tous ces gens-là peuvent se substituer ou en tout cas devenir un dermatologue? Alors pourquoi pas? Avec quoi? Avec la dermatologie numérique? Avec l'intelligence artificielle? C'est deux questions possibles. On sait qu'aujourd'hui, on a de nouvelles manières de voir la peau. Hein, on peut finalement, Juliana l'illustrera avec le diagnostic automatisé, voir énormément de choses en très peu de temps, mais faut-il encore après les réanalyser? On peut aussi voir la peau de manière différente. Nous, avant, on utilisait une espèce de grosse loupe, et vous voyez qu'aujourd'hui, on peut même faire des diagnostics avec la LCOCT, ce qui nous empêche en fait finalement de faire des biopsies inutiles. Alors, c'est un intérêt parce que regardez là, sur cette photo, si je prends une image de LCOCT, on peut différencier assez facilement à la fois une tumeur maligne, le carcinome qui est là, vous voyez, il a un pattern particulier d'une tumeur bénigne, l'hydrocystome, qui, pour le coup, ne nécessitera aucune prise en charge particulière. Alors, Mathieu l'a dit, il y a la question de l'augmentation des ressources, l'accès aux soins. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est l'amélioration pour le dermatologue et le non-dermatologue de la connaissance, sa diffusion, son enseignement, la performance du diagnostic? Je pense que vous en parlerez. Et en tout cas, moi j'y crois beaucoup, ces nouveaux modèles de prise en charge, avec une amélioration évidemment de l'accès aux soins. Alors si je prends l'accès aux soins et la télédermatologie, on va prendre le plus simple. On ne parle pas de la téléconsultation, on va aller vers le plus polémique qui est le diagnostic sur photo. Parce qu'il y a plus de risques de se planter sur une photo que lorsque je fais une vidéo où je vais parler avec le patient. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, c'est possible. Hein, le cadre de la loi nous le permet depuis 2010, le cadre économique nous le permet depuis 2018, de finalement avoir un examen dermatologique, une genèse d'un avis, un envoi d'un dossier et l'application d'une décision. Et d'ailleurs, depuis 2022, un ensemble d'acteurs non médicaux peuvent participer à ce dispositif de prise en charge de pathologies dermatologiques. Alors, si je reprends par exemple, nous, ce qu'on a mis en place sur le territoire Île-de-France de Saclay, eh bien, nous avons un service de dermatologie, vous voyez, qui est représenté par plusieurs groupements hospitaliers et plusieurs hôpitaux où il y a une ligne rouge qui permet en fait un accès aux dermatologues, même dans les établissements où il n'y a pas de dermatologue. On a des hôpitaux de territoire avec lesquels on va participer, notamment avec le partage de praticiens, à justement la prise en charge dermatologique. Et on a un ensemble d'acteurs de soins primaires qui vont notamment nous solliciter pour nous demander des avis. Sauf que nous, dans ce modèle-là,
on a une filière distancielle, mais on a une filière présentielle. On s'engage ou à voir ou à se déplacer, et on se déplace dans ce fameux territoire, soit dans ces établissements hospitaliers, soit dans des structures de soins primaires. C'est important parce que du coup, on a travaillé notamment sur un modèle de téléexpertise avec des infirmières. Pas n'importe quelle infirmière, des infirmières dans des centres dans lesquels on intervient pour faire notamment des consultations avancées de dermatologie. Et donc, vous voyez que dans ces centres, on a proposé systématiquement aux patients, soit ils pouvaient aller voir l'infirmière et faire une téléexpertise, soit ils pouvaient attendre d'avoir un rendez-vous avec un dermatologue. Eh bien, unanimement, les patients ont finalement accepté de passer par l'infirmière, entre guillemets. Et l'intérêt de ça, de passer par le diagnostic de l'infirmier, c'est que vous voyez que 88% des patients, en fait, ne vont pas être suivis par la suite par le dermatologue directement. Ils pourront être réadressés sur une autre filière de soins. Ça, c'est important. Certains seront convoqués en présentiel et seront même convoqués à l'hôpital si c'est compliqué. Et vous voyez que, chose économique qui nous intéresse tous, le fameux no-show, quand on a déjà initié notre parcours de soins dermatologiques, par télédermatologie, probablement qu'on vient plus facilement à notre rendez-vous que lorsque l'on ne l'a pas fait. Donc c'est important parce que l'infirmière nous a permis, dans ce cas de figure, d'augmenter notre présence sur un segment de territoire et la présence que l'on va avoir à pouvoir prendre en charge les patients. Et certains d'entre eux ne seront pas pris en charge définitivement non plus par nous. Alors c'est vraiment important ce réseau parce que vous voyez, typiquement là, c'est évident, un diagnostic de mélanome, eh bien, le patient va être convoqué assez rapidement. Mais attention, la téléexpertise, ça peut être juste cette photo-là, et je convoque le patient en présentiel, et en réalité, vous voyez bien, j'ai 2 lésions. Et donc, que de fois, je pourrais être rassurée sur la lésion que j'aurais montrée à mon pharmacien ou à mon infirmière, mais qui, si mon pharmacien et mon infirmière n'ont pas été formés à examiner toute la peau, eh bien, je passerai peut-être à côté du diagnostic présentiel. Avec un risque, évidemment, dans cette médecine-là, que l'on finisse par se transformer en fait en centre de lecture, quoi. On va avoir plein d'images dans tous les sens, et ça, Ijeana vous l'illustrera. Donc après, la question, c'est de qui viennent les images, et donc encore une fois, c'est formé à reconnaître. Donc IA et dermatologie, vous nous avez demandé à quoi ça pourrait servir, pour qui, pourquoi, est-ce que c'est pour le patient, est-ce que c'est pour le médecin, est-ce que c'est pour le dermatologue, est-ce que c'est pour le non-dermatologue. Mathieu a bien insisté sur l'intérêt éventuellement de l'IA dans les soins primaires. Alors, il y a déjà eu des publications qui ont porté notamment l'IA en aide aux non-dermatologues. L'idée, c'était l'IA avant le dermatologue. Ça pourrait éviter éventuellement aux médecins d'envoyer au dermatologue. Bon, pourquoi pas? Faut-il aussi, en vie réelle, être sûr qu'on ne se plante pas et donc on ne fait pas l'économie de former aux gens à reconnaître ce qui est grave. L'IA en support du dermatologue, c'est probablement ce qui est utilisé dans les notamment appareils de vidéodermoscopie. Et finalement, écarter le doute vers le bénin. Je vois plein de photos de téléexpertise, je pense quand même que c'est bénin. Est-ce qu'une IA à côté de ça, qui analyserait mon image, me permettrait finalement de ne pas convoquer le patient, de réduire le temps où je le verrai? Ça, Ijeana vous l'illustrera, et donc peut-être quelque part diminuer le nombre de téléexpertises, parce que évidemment, s'il n'y a pas de dermato, il n'y aura pas de télédermatologue. Alors, une illustration de l'IA. Typiquement, je vous avais montré une image de LCOCT. Donc, vous voyez le pattern au-dessus d'un carcinome basocellulaire, et l'IA va vous pointer l'endroit exactement qui fait la différence, en tout cas, pour la téléangiectasie, pour le diagnostic d'intelligence artificielle assistée. Alors, on pourrait le dire, ce serait ici avec le patient, au niveau du professionnel de santé pour limiter éventuellement l'envoi dans la boîte rouge. Moi, je pense plutôt qu'en tout cas à ce stade aujourd'hui de l'histoire, pour l'IA aide au diagnostic, c'est à côté du dermatologue. L'utilisation des LLM, vous voyez bien, on ne nous a pas attendu pour faire des études pour voir si les chatbots classiques étaient capables ou pas de faire des diagnostics. Aujourd'hui, la plus performante, évidemment, c'est ChatGPT, probablement parce qu'il y a un très grand nombre d'informations qui en sortent. Et vous voyez que lorsqu'on envoie des diagnostics, en fait, assez simples, la chatbot est capable, évidemment, de les classer. Pour autant, vous voyez aussi ces IA diagnostiques, quand elles vous disent que peut-être ça pourrait être une tumeur alors que de manière évidente c'est une bulle, il faut déjà avoir appris à reconnaître une bulle avant de finalement juste se prendre le résultat du ticket caisse. On avait dit l'année dernière, révolution grand public, il n'y a pas besoin finalement, vous me parlez de frugalité, on pourrait utiliser finalement ce qui existe déjà. Regardez ce que peut faire la reconnaissance simplement d'images à partir de finalement de grandes images.
mais faut-il être encore capable de lire et de comprendre ce qui est marqué à côté pour pouvoir différencier les diagnostics? Et si je me place à l'échelle du patient, eh bien oui, je peux prendre en photo finalement, je n'ai pas besoin d'aller acheter une application hyper coûteuse, je peux prendre une photo de mon névus. Il peut peut-être me proposer le diagnostic de mélanome, mais qu'est-ce que je fais sur mon canapé une fois que j'ai le diagnostic de mélanome? Et si surtout j'en ai un doute, là est encore la question. Et vous voyez bien que ChatGPT, il fait la même chose que ce que l'on apprend nous à nos étudiants. On lui demande, je suis un généraliste, je prends en photo, j'envoie dans la chatbot, eh bien, il va me dire, et je demande, est-ce que mon patient a ça, est-ce que j'ai le droit de le brûler? Eh bien, il va me faire l'analyse des patterns ABCDE qui m'ont appris finalement à classer les mélanomes. Et vous voyez qu'à la fin, il va dire, voilà, mais cette personne-là pourrait être le patient. Et donc, comment on forme les gens aussi, on les prévient. Donc, il ne vous a pas échappé qu'au début du mois, nous avons cela. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été voir. En fait, pour voir, il faut s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut accepter de partager ses données. Pour accepter de partager ces données, de son notamment application de Google Santé. Donc voilà, c'est la question de est-ce qu'aujourd'hui, moi, pour voir, j'ai besoin de me balader toute nue dans la rue? Je vous laisse réfléchir à ça. Donc il y a en dermato, en tout cas, elle voit probablement ce que je ne peux pas voir encore, peut-être. Je vous ai montré ça avec les images. Et par contre, elle ne doit pas voir ce que je ne veux pas voir. C'est-à-dire toutes les choses qui sont inutiles, elle ne doit pas les voir parce qu'il faut que je travaille le parcours de soins, entre guillemets, pour les rendre intelligentes. En tout cas, elle peut faire tout ce que je n'aime pas faire. Ça, c'est clair qu'elle peut m'accélérer parce qu'attention, le maître mot est vraiment, je voudrais vous alerter, vous tous, c'est quand même la formation. L'objectif n'est pas de créer un embouteillage. C'est de ne pas créer de l'anxiété, c'est de ne pas non plus dire à tout le monde qu'il a un mélanome alors que c'est quand même quelque chose qui n'est pas hyper fréquent. Mais par contre, quand on en a un, oui, il faut être bien pris en charge et au bon endroit. Et donc, probablement que de travailler le multimodal permettra de fluidifier les routes. Et donc, il faut clairement que nous, les dermatos, on forme au motif de prise en charge rapide. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement est-ce qu'il faut de l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui nécessite d'être pris en charge, comment on le prend en charge, à quelles innovations. Et on ne se fera pas l'économie d'informer les patients, de les rassurer, mais aussi de les informer de ce qui est grave, de ce qui n'est pas grave. Et donc, je vous remets cette campagne qui a été lancée cet été par la Société française de dermatologie, Surveiller ma peau, le Yes I Can. Et donc, en fait, tout le monde ne relève pas d'un diagnostic et d'un dépistage automatisé. Je veux dire, tout le monde n'en a pas besoin. Et si tout le monde demain commençait à faire ça, ce serait autant de lésions inutiles qu'on opérerait. Et donc, dans un système économique de notre sécurité sociale, je veux dire, on croulerait en 3-2. Donc, vous n'avez pas, vous devez vous former et vous informer. Et si je prends notamment, encore une fois, cette question du diagnostic des tumeurs cutanées, donc vous voyez un joli mélanome, un névus, une kératose séborique. Alors vous me direz, c'est évident la différence entre ces images, il suffit que je vous entraîne un peu avec mon intelligence artificielle. Mais regardez où est le dermatologue. Il est au diagnostic, il est à la biopsie, éventuellement à la chirurgie, il est dans le suivi, mais il est dans le traitement complet, voire dans la prévention. Donc finalement, si je me mets avec d'autres professionnels de santé, ils sont peut-être à améliorer mon diagnostic, ils sont peut-être à améliorer ma biopsie, ma chirurgie, mais ils ne feront pas la décision, la fameuse RCP, ils ne feront pas le suivi. Et combien de patients on voit avec des diagnostics qui sont dits douteux et qui arrivent en fait derrière ça à embouteiller les cabinets pour être vus dans une anxiété qui, entre guillemets, serait non nécessaire. Et voilà ce qu'on voit de plus en plus se développer, des vues de la peau qui, vous voyez bien, ne peuvent pas se substituer à un examen complet, même si elles sont complémentaires lorsque le professionnel de santé a été formé à justement diagnostiquer et prendre en charge les patients. La dermatologie, je pense vous l'avoir illustré, ce n'est pas que les tumeurs cutanées. Aujourd'hui, on nous expliquerait que le dépistage des tumeurs cutanées, ce serait la réponse à la pénurie de la dermatologie. Ça n'est pas ça, la dermatologie. Ça n'est pas du dépistage automatique et automatisé pour une population qui n'en aurait pas besoin, et notamment pas pour accroître nos dépenses de santé, même si derrière ça, ce n'est pas remboursé. Et on n'opère pas dans tous les sens et n'importe quoi. Le jour où vous avez une cicatrice en plein milieu du visage sur une jeune femme pour laquelle un examen approfondi aurait probablement éliminé l'exérèse, eh bien, on comprend que l'utilisation juste aussi des ressources est nécessaire. Donc attention, ça, plus IA, n'est pas égal à ce qu'on a dit, c'est-à-dire le dermatologue et sa connaissance, y compris avec l'IA.
Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas suffisamment, soi-disant, de dermatologues que je vais faire n'importe quoi. Par contre, parce que je n'ai pas suffisamment de dermatologues, peut-être que je vais faire la dermatologie différemment et impliquer tous ces nouveaux acteurs dans la prise en charge de mes patients, car nous avons besoin de vision globale. Alors, il faut arrêter de voir des petits bouts. Il faut arrêter de penser qu'en montrant juste sa jambe, on se fait correctement suivre. Et que la dermatologie numérique, c'est oui, bien sûr, une transformation de la dermatologie et une intégration de ces acteurs, mais c'est aussi la création de nouvelles tâches et d'organisations. Et c'est ça notre enjeu pour les prochaines années. Parce que vous voyez bien qu'en 100 ans, on est passé de cette médecine-là à cette médecine là-bas et à la médecine qu'on enseignera demain. Mais vous voyez que dans les 3 images, il y a toujours un patient et il y a toujours un humain à côté. Et donc, vous voyez qu'on ne sera pas de sitôt remplacé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thuan, pour cette belle présentation. Docteur Monnier, vous êtes dermatologue et vénérologue à l'hôpital de la Timone à Marseille. Alors, on a parlé il y a quelques minutes avec Thuan de ChatGPT et notamment de lancement de ChatGPT Health. Je crois d'ailleurs qu'on peut y accéder qu'avec un VPN depuis ici pour le moment, pour celles et ceux qui acceptent de se balader tout nus dans la rue. Que peut apporter, Juliana, que peut apporter ChatGPT en dermatologie ? Alors, merci en tout cas pour l'invitation. Elle va être complémentaire à la présentation de Thuan et Mathieu Bataille qui ont fait vraiment un overview de comment va se passer l'intelligence artificielle en dermatologie. Moi, je vais plus me focaliser sur les LLM et ChatGPT et avec des perspectives de l'IA en dermatologie. Donc, en effet, il y a une vraie révolution. On a eu plusieurs. Pour moi, il y a eu Internet qui est arrivé. On a eu Google, qui a été quand même une vraie révolution en termes de moteur de recherche. Et pour moi, ChatGPT, c'est vraiment une 3e révolution qui permet, en un clic, en un prompt, et encore faut-il qu'il soit bien formulé, avoir des connaissances très condensées et beaucoup de liens. Mais en effet, ces LLM, en fait, ils viennent d'intelligence artificielle multimodale, c'est-à-dire sur les images, le texte. En fait, on est parti au départ, quand l'intelligence artificielle a prospéré, au départ, il y avait soit l'intelligence artificielle sur le texte, soit sur les images. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça a quel but au final, de remplacer l'intelligence humaine et de pouvoir raisonner comme un humain. Et donc, quand on est un humain, on lit le texte, l'image, le son, on voit tout en même temps. Et donc, c'est ça la vraie révolution de l'IA, c'est qu'elle devienne multimodale et qu'elle se rapproche de plus en plus du raisonnement humain. Et c'est ce que les LLM, je trouve, a permis de faire. Donc, on peut avoir une photo, on peut avoir aussi rentré la description et on a, pourquoi pas, un diagnostic. En effet, au départ, comme je vous disais, on était sur des choses segmentées. Et c'est les LLM, surtout OpenAI, avec ChatGPT qui est arrivé, avec DeepSeek et énormément d'autres systèmes comme Gemini, qui est l'antenne de Google, Claude, qui aide les programmeurs de façon incroyable à programmer. Ça programme maintenant quasi tout seul. Encore faut-il être formé, c'est toujours pareil, que ce soit la dermatologie, la programmation. Si on n'est pas formé, on ne saura pas voir l'erreur et ça fait des erreurs, il faut le savoir et avoir ce sens critique. Le Mistral, qui est quelque chose de français, pour lesquels, je rebondis sur la question que vous aviez, ils essayent de contacter quand même les hôpitaux pour essayer de structurer quand même les choses en termes d'intelligence artificielle. On en a plusieurs, des open source, etc. Attention quand elle est utilisée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous mettez un nom de patient dans ces outils, ça part dans ces outils et vous n'avez pas le droit de mettre des noms de patients, on n'a pas le droit de mettre des données confidentielles de recherche de laboratoire dans ces ChatGPT qui partent en fait en open source. Et le jour où quelqu'un va faire une recherche sur la même thématique sur votre article qui n'est pas publié, eh bien, il va avoir vos résultats. D'accord ? Donc, et vous ne pourrez pas dire ah ben non, c'était pas publié, etc. Donc ça, je pense qu'on n'a pas encore assez de vulgarisation pour les utilisateurs sur l'enjeu de ces LLM. Il y a maintenant des super LLM qui permettent en fait de, quand vous posez une question, de rassembler en fait tous les ChatGPT, DeepSeek, tous les LLM que vous connaissez, qui va vous faire une synthèse de tous ces LLM. Donc on est dans les super IA, mais bon, ça existe et ça marche très très bien. Il y a une vraie différence entre les systèmes gratuits et les systèmes payants, j'y reviendrai. Et finalement, c'est vrai que moi j'ai fait ma thèse de sciences en intelligence artificielle il y a maintenant plus de 5 ans, et j'ai eu la chance d'avoir Thuan dans mon comité de jury, ma rapportrice. Et il est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, tous les dermatologues me disaient oh là là, mais c'est terrible, tous les dermatologues vont être remplacés, etc. Et moi je rejoins à tout ce qui a été dit. En fait, c'est pas parce qu'on utilise un outil ou un ordinateur que ça va nous remplacer. Ça nous rend plus rapide, ça fait des tâches, comme disait Thuan,
qu'on n'a pas envie de faire, ça a la puissance de calcul et on a des données plus rapidement, tout simplement. Donc c'est plutôt une assistance. Et ce qui est aussi très positif, c'est que ça ne dort pas, on peut utiliser quand on veut, il ne faut pas attendre 9 heures que quelqu'un arrive pour nous donner la réponse, et ça c'est quand même très pratique. Donc ça a été vraiment une vraie révolution avec cette espèce de raisonnement. Il y a les LLM qui sont généraux, mais qui sont très forts aussi dans les sous-spécialités. C'est un peu comme Google, hein, ça c'est un peu tout. Et il y a les LLM qui sont spécialisés, on en rediscutera. Donc comme je vous ai dit, les avantages, ça fait gagner du temps, ça dort jamais, c'est reproductible. Nous, je pense, entre notre premier patient à 9h et celui à 19h, c'est pas exactement un vendredi soir la même consultation, même si évidemment on sera efficace. Mais on ne va peut-être pas dire autant de choses, on ne va peut-être pas, alors que là, un chat GPT, vous posez la même question à minuit, à 4h du matin, à 8h du matin, ce sera la même chose. Mais attention, ça ne raisonne pas. C'est des ordinateurs, c'est des robots, où ils vont pomper ce qu'il y a écrit sur Google, et si c'est des bêtises, ils vont pomper les bêtises. Et c'est vrai qu'il faut faire attention aux bases de données, aux artefacts, parce que ça ne réfléchit pas. J'en reviens pas, mais en tout cas, tu en as parlé, il y a des publications qui montrent des résultats intéressants sur des images dermoscopiques, que ce soit ChatGPT ou Gemini. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ne placent pas... En fait, ils sont tous efficaces, mais ils ne placent pas leur seuil sur la courbe ROC de façon pareille. Alors, il y en a qui passent leur sensibilité très haute pour ne pas louper un mélanome, il y en a d'autres spécificités très basses. Donc, dans ces études, on voyait qu'il y en a un qui était très sensible pour le mélanome et d'autres très spécifiques. Mais bon, au final, ça fonctionne très bien. Et finalement, je vous ai fait quelques petits tests pour voir quand on envoie une photo de mélanome, qu'est-ce que ça nous répond. Sur les applications gratuites, à chaque fois, ça nous répond « Attention, il y a la règle ABCDE, je pense que ça peut être suspect, allez voir un dermatologue », ce qui est pour moi une très bonne réponse. Donc ça, c'est Gemini, ChatGPT, c'est à peu près la même chose, la règle ABCDE. Donc en fait, ils nous donnent des outils pour interpréter la lésion, mais ils ne tranchent pas vraiment. Mais par contre, je trouve que quand même, alors moi j'ai la chance d'avoir Gemini Pro, mon abonnement, et quand on fait Deep Search sur Gemini Pro pour avoir une recherche, ça prend parfois 5-10 minutes, voire 15 minutes. Il nous met tous les liens sur lesquels ils sont allés voir et ça permet justement de rester dans ces raisonnements et d'aller voir les liens pour dire « attendez, d'où il sort cette information ?» Et à la fin, il nous dit quand même « c'est un mélanome ». Et je trouve que quand même ça a une différence. Donc je trouve quand même une grosse marge de performance entre ce qui est gratuit et ce qui est payant avec, je trouve en tout cas, mon expérience de Gemini Pro, où on a vraiment des synthèses, on a tous les liens, on sait exactement où a pris l'information. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet après d'aller de l'avant. D'autres études qui sont parues, pareil avec des ChatGPT sur comment on différencie une acné, une rosacée, avec des très très bons résultats, hein, parce qu'on a de la chance en dermatologie, avec l'image, tout est simple. Et maintenant, comme on en a discuté, il y a ChatGPT Santé qui arrive, MedGPT, MedPalm. Donc ça, c'est tout des GPT spécialisés en santé qui, à mon sens, seraient plus innovants. Et on a maintenant le DermGPT que je n'ai pas encore utilisé parce que j'ai découvert ça récemment. Mais je pense qu'il va être encore plus spécifique et nous donner des solutions encore meilleures. SkinGPT-4, c'est aussi un GPT pour la santé. Donc voilà, on va avoir beaucoup d'outils. Il faut savoir un peu aussi ne pas perdre trop de temps et ne pas devenir un peu trop angoissé avec tous ces outils parce qu'au final, quand on réfléchit, ça prend moins de temps que d'aller sur tous ces systèmes. Et en fait, il y a plusieurs applications. Donc maintenant, je vais rentrer dans une présentation, je quitte l'introduction, on va parler plus des applications cliniques, pédagogiques, de recherche, surtout les enjeux réglementaires et éthiques. Au niveau applications cliniques, on en a parlé, c'est l'aide au diagnostic et le médecin augmenté. Mais au-delà du médecin augmenté où on va avoir une petite assistance, moi je veux vraiment vous alerter sur un autre point, c'est le patient augmenté. Donc pour les médecins, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais nous ça fait 2 patients qui viennent avec leur diagnostic, mais qui ne le disent jamais au départ. Donc ça c'est une patiente qui plongeait dans les îles Bahamas, qui avait cette lésion pigmentée. Alors on fait un staff avec des professeurs dans notre service, on parle pendant des heures, etc. Bref, on revoit la patiente. Et elle revient avec cette lésion pigmentée, on a mis des crèmes, bon, ça passait pas. Et finalement, elle me dit « Mais vous savez, moi, docteur, je suis allée voir sur Google et je pense que c'est une tinea nigra. » On fait les examens et cette tinea nigra, c'est une espèce de champignon qu'on chope que dans des questions de plongée. Et c'est vrai que maintenant, il ne faudrait pas, mais à notre staff, quand on a des patients qui reviennent d'îles ou de localisations pour lesquelles on n'a pas la culture commune comme la dengue, le chikungunya ou des choses comme ça, et finalement, ça nous aide à avoir cette espèce de culture commune, à pouvoir diagnostiquer des patients un peu détropiques. Mais
je vous alerte sur cette histoire de patient augmenté parce que c'est vraiment particulier. Et un autre patient de 18 ans, greffé rénal, sous immunosuppresseur, il arrive, il dit, écoutez, j'ai ce problème, il avait des espèces de poils au niveau des aisselles un petit peu cristallisés. Et il arrive à son pareil, alors tous les dermatologues du service viennent le voir, c'est très atypique, bref. Et au bout d'un quart d'heure, les patients, ils nous testent, ils attendent de voir ce qu'ils en trouvent ou pas. Il nous dit, moi j'ai en fait envoyé ma photo sur ChatGPT et je pense que c'est une trichobactériose axillaire, Acorinbacterium tenuis. Nous avons fait les prélèvements et le patient avait raison. Et donc on rentre quand même dans une nouvelle ère de la relation médecin-patient, où maintenant, eux, ils vont... Alors quand nous, on regarde la lésion 5 minutes, ils ont passé une semaine avant votre rendez-vous à chercher avec tous les skins GPT. Et en fait, c'est ça la vraie révolution. C'est le médecin augmenté, certes, mais on a les connaissances, mais le patient va avoir toutes les connaissances. Et c'est quand même particulier. Et moi qui utilise l'intelligence artificielle dans un réseau, dans ma consultation, un interne, il regarde les scores d'intelligence artificielle, il me questionne, il me dit « mais attendez, la dernière fois, j'avais un patient qui avait une lésion suspecte, un vasocellulaire qui n'est pas très grave quand ça progresse, enfin qui reste quand même à un stade localisé, et il avait vu que j'avais vu peut-être 6 mois avant, c'était tout petit donc je l'avais laissé, et l'intelligence artificielle était haute. Et à ce moment-là, je me faisais quand même plus confiance à moi qu'à l'intelligence artificielle. Et le patient m'a dit « mais docteur, le score la dernière fois, il était déjà élevé ?» Alors j'ai dit « bah oui ». Il dit alors pourquoi vous ne me l'avez pas enlevé ? Et c'est vrai qu'on se retrouve dans des... j'ai dit oui, parce que c'est moi la responsable, c'est moi le sens pratique. Mais on se retrouve quand même dans des situations qui sont très inconfortables. Pour nous, on se retrouve en difficulté par rapport à ces gens qui vont avoir toute la connaissance médicale, en fait, vulgarisée, même s'ils n'en ont pas le sens critique. Donc, ça permet quand même de lier un pont, restant positif, entre le patient et le médecin, où le patient il va avoir du temps pour vulgariser toutes les informations, il va pouvoir discuter avec ce chatbot, peut-être mieux comprendre, s'il n'a pas compris certaines questions à la fin, il va pouvoir les reposer et peut-être être un peu mieux informé, être un peu plus acteur de sa prise en charge. Il y a maintenant des recommandations aussi HAS sur l'IA générative, avec le guide AVEC, il faut apprendre, toujours se former, parce que maintenant, les IA en dermoscopie sont extrêmement fortes, et moi j'ai très peur que les internes en dermoscopie, où c'est quand même une petite épreuve à apprendre, utilisent des IA et ne se forment plus, ils ne sauront plus quand ça s'est trompé. Vérifier toujours le sens critique, ça fait des erreurs, et estimer la pertinence clinique et essayer d'apprendre et être après autonome. L'IA, ça peut nous aider, ChatGPT, sur les tâches administratives, parce que ça surtout en médecine, on n'a pas le temps, sur les comptes rendus, mettre en place des consultations, et puis avoir maintenant des choses aussi très rentables pour l'hôpital public, surtout c'est les codages, ou même pour l'hôpital privé, où on peut avoir une IA qui screen tous les comptes rendus de bloc, qui trouve exercice chirurgical, qui met les codages, nutrition, etc. Ça peut faire gagner du temps et des sous. La documentation clinique, alors ça peut être aussi très intéressant à intégrer. Alors là, j'ai mis, parce que je travaille dans l'hôpital public, mais des logiciels comme Orbis, quand on voit, c'est très compliqué. Nous, on a Axigate à Marseille, où c'est des logiciels qui sont pas du tout optimisés pour taper des mots-clés, faire de la recherche, de l'innovation. Donc ça peut peut-être nous aider aussi à révolutionner tout ça. La téléexpertise, je n'y reviendrai pas, mais bien sûr, tu en as parlé, ça peut optimiser le parcours de soins et faire que le patient soit acteur de sa prise en charge. Faire des synthèses de tout ce que le patient a marqué dans les chatbots, ça peut être très utile. Aide à la recherche clinique et surtout à la revue de la bibliographie Open Evidence, c'est quelque chose qui marche très très bien, mais toujours à vérifier par ses propres moyens. Les jumeaux numériques pour la simulation et la pédagogie, c'est quelque chose aussi, à mon sens, de très intéressant et pour la recherche aussi. Il y a maintenant en fait des essais cliniques qui peuvent se mettre en place grâce aux données artificielles. C'est-à-dire qu'il y a parfois des tumeurs qui sont efficaces dans des toutes petites cohortes de patients qui ont des tumeurs très rares avec un traitement qui marche. Et en fait, les laboratoires, comme ça concerne un très peu de nombre de patients, ils ne vont pas mettre en place des essais cliniques parce que ça coûte très cher. Et en fait, grâce aux données générées, on peut générer des témoins de patients et tester de façon avec des modèles mathématiques ces espèces de données cliniques avec une bonne efficacité. En pédagogie, ça peut générer ce qu'on appelle notre nouvelle modalité, la réforme, des situations cliniques, des examens. Donc on a maintenant les ECOS qui sont des situations virtuelles qu'on doit faire tous les mois à nos patients. Et ça peut être intéressant pour nous donner une base et qui est bien sûr à signaler. Mais attention, si vous mettez un ECOS dans ChatGPT, attention, il ne faut pas l'utiliser pour les examens nationaux parce que les étudiants peuvent le récupérer sous une autre forme et ça peut fuiter. Enfin, je pense qu'il faut faire très attention. La recherche, le contenu pour les étudiants, c'est très bien. Donc, ça peut aider et les enseignants
avec du contenu. Et ça peut aider aussi, évidemment, les étudiants à faire leurs fiches, à avoir toutes ces données, avec parfois d'autres vulgarisations ou d'autres façons de le dire pour lui faciliter la compréhension. Les données synthétiques et les épreuves à la simulation, ça peut être aussi très intéressant pour les étudiants. Il existe un projet d'Hermatech qui a été fait à Angers avec Edmond Desmoulins, qui est une application qui permet d'avoir plein de cas cliniques pour les étudiants. Ils essayent maintenant de mettre en place aussi d'intelligence artificielle intérieure. Il y a eu une thèse dirigée par Edmond Desmoulins qui permet en fait de générer des situations cliniques par IA. Et ce qu'ils ont fait dans cette thèse, c'est qu'ils ont donné ces situations cliniques à des professeurs, celles rédigées par des humains et celles par de l'IA, 28%, et les professeurs n'ont vu que du feu. Donc c'est ça qui va être difficile, c'est qu'est-ce qu'il y a IA ou pas, comme toutes les vidéos qu'on voit sur TikTok, parfois on ne sait pas. Le cadre légal, ça c'est très important pour nous en dermatologie, c'est-à-dire que même si vous utilisez l'IA vous dit mélanome, vous pensez névus, c'est vous le responsable. Il n'y a pas pour moi de structuration, mais il faut bien sûr qu'on y pense. Il y a des enjeux éthiques qui sont majeurs sur l'intelligence artificielle. Donc moi, je travaille beaucoup sur le cancer cutané. Et c'est vrai que toutes les bases de données sont faites sur des peaux caucasiennes, plutôt claires. Mais le souci, c'est qu'il y a quand même des mélanomes plantaires qui arrivent sur des peaux foncées. Pour l'instant, les IA ne sont pas dirigées vers ces populations. Et ça crée quand même un déséquilibre parce que même si les choses sont rares, elles arrivent aussi. Et ces populations se disent, mais pourquoi nous, on n'a pas le droit aussi à ces outils ? La Société française de dermatologie alerte et a mis un communiqué de presse sur attention à tous ces nouveaux, mais on a parlé, TUAN, centre de dépistage, intelligence artificielle. Il faut quand même, je pense, dans chacune de ces structures, avoir une dermatologue sur place qui voit les lésions parce qu'on ne peut pas, même avec des systèmes, et je vais vous en parler, comme le système Vectra 3D, on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir, on ne peut pas diagnostiquer aussi bien. Donc attention, il faut... Même si de l'IA est faite avec un non-dermato, comme le dit Tuan, le dermatologue est partout, il faut à un moment donné que ça soit fait dans un réseau de soins où un dermatologue va accueillir le patient. Vous ne pouvez pas dire à un patient, vous avez un mélanome, mais bon, moi je ne vous adresse pas un dermato, je ne sais pas quand, peut-être c'est dans 6 mois, ça c'est pas possible. Les limites actuelles, c'est attention aux erreurs de l'IA, aux erreurs de ChatGPT, il y en a, de pouvoir les reconnaître. Les confidentialités, si vous faites un appel à projet par ChatGPT, les données elles sont envoyées, quelqu'un peut vous les piquer. Attention pour les articles, si vous aidez ChatGPT pour les articles, il faut le signaler quand vous faites la soumission, et je ne sais pas les conséquences parce que moi je ne le fais pas. Il faut de la supervision humaine à tous les stades et réfléchir toujours. Un peu une espèce de perspective. On a le ChatGPT, mais en fait, le problème de l'IA, c'est que pour l'instant, ça ne s'intègre pas dans notre pratique clinique, dans notre petite salle de consultation avec notre ordinateur et nos bureaux. On peut taper ChatGPT, il ne faut pas trop que le patient le voie, sinon il va se demander pourquoi. Mais en tout cas, il y a des centres de dépistage, et nous, on l'a mis en place à Marseille avec le système Vectra, qui permet en fait aussi de se rapprocher de l'information humaine, avoir de façon numérique un avatar où on a toutes les lésions du patient sur un patient, ici, comme vous le voyez, et on va avoir toutes les données du patient, on va pouvoir comparer ces grains de beauté, parce que je suis d'accord avec Tuan, on ne peut pas faire un diagnostic sur un petit grain de beauté, est-ce qu'il y a un syndrome névus atypique, est-ce qu'il y a d'autres grains de beauté, et donc, en ayant le contexte, l'âge, les antécédents, les facteurs de risque, toute la peau, etc., plus une dermoscopie affinée, on va pouvoir au fur et à mesure transformer notre IA vers quelque chose d'efficace. Mais attention, les systèmes de cartographie, je précise bien, n'ont pas d'IA sur les systèmes de cartographie. Ça reste sur la dermoscopie à ce jour, même si on y travaille. Donc, en conclusion, l'IA, c'est quand même le futur, le dermatologue aussi, donc il faut qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était fascinant. Ce qui est très clair, c'est comment tous ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies impactent véritablement votre quotidien. Vous avez parlé des patients augmentés, enfin voilà, on voit comment votre quotidien est vraiment challengé en tant que dermatologue au quotidien. C'est vraiment intéressant. Si vous êtes à distance, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Il y a un encart dédié à cet effet. Et vous toutes et tous présents dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez des questions pour Tuan ou pour Juliana, c'est le moment. Juliana, tu dis qu'ils ont la formation, mais ils ont l'information, mais ils ne sont pas la formation quand même. Hein. Non, c'est quand même ça, hein. Il faut les former à digérer l'information. Merci pour cette précision, monsieur. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos présentations, c'était extrêmement intéressant. J'ai une question pour Juliana, vous disiez, vous avez donné 2 exemples de patients qui sont venus, qui avaient déjà leur diagnostic, et vous ne l'avez pas fait avec un outil IA, et vous avez fait vos méthodes traditionnelles. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, vous allez aussi utiliser l'IA systématiquement pour croiser?
Alors, je pense qu'il faut rester très logique. C'est-à-dire, quand on est face à des choses particulières de gens qui viennent des Caraïbes, on ne sait pas ce qui se passe en plongée, on n'a pas cette culture générale, je pense qu'il faut l'utiliser. Et maintenant, pour des patients qui proviennent de pays dont je ne connais pas la santé, finalement, je l'utilise. Après, bon, pour un eczéma classique ou un mélanome classique, non, je ne vais pas l'utiliser s'il n'y a pas besoin. Mais moi, je trouve que l'IA, quand je l'utilise notamment dans le diagnostic des lésions pigmentées, ça augmente en fait ma confiance vers l'exérèse ou la non-exérèse. Ça oriente un peu ma prise en charge. Si l'IA est aussi un petit peu rouge et que j'hésitais, je vais aller peut-être vers l'exérèse. Et si elle est très rassurante et que j'hésitais, un petit peu moins. C'est peut-être une petite assistance comme ça. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Alors, le temps que vous vous échauffiez en présentiel ou en distanciel, je crois que Dominique, tu as pas mal de questions, toi, de ton côté. Non, juste parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des actes que vous faisiez il y a 5 ans et que depuis 6 mois, 12 mois, vous avez totalement délégué, même si vous y repassez par derrière, à un de ces outils-là, dans votre pratique quotidienne? Complètement. Allez, 80%. Non, peut-être non. Non, parce qu'en fait, l'écriture d'un article, il faut quand même l'écrire. Alors, la gestion des QCM, on pourrait dire ça. La gestion des QCM, imaginons, je veux me confronter à plus de situations, je vais lui en demander, mais je ferai quand même 50% encore du reste du travail. Donc non, aucune. Si ça n'est le grand espoir de la dictée vocale, le jour où la dictée vocale sera bien implémentée, alors là, je ne taperai plus. Voilà quelque chose pour lequel je pourrais 100%, on va dire que je ne l'utilise plus, la dictée vocale. Pour le reste, en fait, quand même, la formation que l'on va avoir à digérer l'information et même à la peaufiner, à la raffiner, fait quand même qu'on va encore y mettre un certain pourcentage de temps. Alors, nous, on a la dictée vocale, mais parfois, en fait, le temps d'ouvrir le logiciel, de dicter, de faire copier-coller, bon, pour des longs comptes rendus, ça sert, mais finalement, mais j'ai tellement habitué à taper vite que je n'utilise pas beaucoup. Non, moi, je trouve que ça aide bien pour la revue de la littérature. Moi, je m'en sers pour la revue de la littérature quand je prépare des articles d'appel à projet. Et aussi la structuration de mails pour les deuxièmes avis. C'est-à-dire quand on a un patient complexe, on doit taper un long mail. Bon, l'aide de ChatGPT, je trouve que c'est sans mettre de données de nom ou quoi que ce soit, bien sûr, mais ça aide. Oui, parce que dès que c'est rentré, c'est absorbé. Ah oui, mais regarde, il y a des gens qui disent on fait des résumés des lettres de motivation comme ça, ou même des lettres de soutien pour les candidats, j'utilise l'intelligence artificielle. En fait, en réalité, moi, je prends le même courrier type que j'ai fait et je fais CTRL F le nom et je le dégage et je mets CTRL C. Et en vrai, j'ai fait des économies, entre guillemets, environnementales et j'ai pas eu besoin de demander à l'IA de faire la lettre de motivation standard. Et elle est même mieux parce que comme j'ai mis ma première patte, elle est au moins personnalisée par maman, quoi. C'est vrai qu'il faut faire attention. Moi, j'ai quand même une étudiante de Master 1 qui a pondu tout son master avec l'intelligence artificielle. Et en fait, ça se voit parce que c'est une écriture très générale. Et il faut faire attention, bien leur dire à ces étudiants qui c'est leur première écriture, un rapport de Master 1, de l'écrire eux-mêmes. Et finalement, peut-être, même s'ils vont l'utiliser après, on ne peut pas leur interdire, mais avoir une aide minimale de ces choses-là, parce que si on n'apprend pas à écrire en Master 1, Master 2, en thèse de sciences, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra écrire. Alors, moi, j'ai un autre exemple. J'ai un Master 2, pour le coup, c'est un niveau dessus, qui, lui, a fait toute sa recherche bibliographique et ses résultats sur un tableur Excel et des analyses statistiques. Et au moment de la rédaction, il a utilisé OpenAI ou que sais-je, ou Copilot. Et en fait, ça ne voulait plus rien dire. Donc je lui ai dit, écoute, il faut corriger. Je ne lui ai pas dit que c'était l'intelligence artificielle, mais ça se voyait. Donc je lui ai dit, écoute, en toute bienveillance, il faudrait corriger le manuscrit et il faudrait que tu changes ça parce que c'est mal problématisé. J'ai eu droit à une deuxième version qui était absolument pas du tout la première, mais était encore une autre version, probablement aussi pompée par une IA. Donc je lui ai dit, écoute, là, ça fait beaucoup de travail. Tu as fait une deuxième version, tu avais une première version, tu as déjà des résultats. Je te propose de faire une troisième version qui te prendra, je l'estime, à peu près 3h30 pour digérer une première partie de la première, une deuxième partie de la seconde et de faire la conclusion pour la troisième. Il m'a fondu une troisième version, qui était encore une version complètement différente de la 1 et de la 2, toujours à partir des mêmes données. J'ai laissé passer, on a été en soutenance. On a été en soutenance, il n'a eu que 12. Parce qu'en fait, c'était assez neutre, plat, voilà. Et encore, j'ai assez défendu le sujet. Et par contre, je lui ai dit, voilà, au moment en fait, de la soutenance, on avait rattrapé le truc en lui disant, ton PowerPoint, s'il te plaît, pitié,
tu prends pas le manuscrit, tu t'assois, tu fais vraiment ce travail. Parce qu'en réalité, je pense que tu as utilisé 3 fois l'intelligence artificielle, mais ça t'a pris au moins 3 heures à chaque fois de finalement réutiliser quelque chose, alors que si tu avais mis d'emblée les 3 heures, bah, tu en aurais mis 3 fois moins. Et c'est quand même ça le message qu'on doit faire aux étudiants. C'est-à-dire que oui, peut-être le premier draft, le premier plan, le grand 1, le grand 2, le grand 3, ça reste comme dans une dissertation, thèse, antithèse, synthèse, et il y a des choses communes, mais mettre les idées dans les bonnes cases et lisser, parfois, c'est quand même nécessaire, quoi. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, que l'intelligence artificielle est parfois une invitation à la fainéantise. Bah oui. C'est un petit peu le risque. Merci en tout cas à toutes les deux. On va faire une